Quant au prix, inutile de vous dire que c'est encore plus compliqué. Même si on a des livres qui expliquent, qui nous font entendre les cris des oiseaux, c'est encore plus compliqué de les reconnaître. Alors simplement vous dire de vous nourrir de cette beauté de ce matin qui est un moment privilégié de ce coin et de laisser peut-être refleurir à nous juste l'essentiel de ce que nous sommes. Bonne découverte, on se retrouve maximum à midi moins le quart ici pour être à midi au Salicorne pour prendre le repas et puis ensuite il y aura l'agora de l'automne intérieur et extérieur qui se vivra cet après-midi avec vous tous. Voilà, donc je laisse la parole et un grand merci à tous les deux de nous offrir non seulement leur connaissance mais aussi ce qu'ils sont. Marie et Alexandre. Marie et Alexandre. Merci. Déjà merci d'être là. Et donc c'est vrai que vous allez être assez acteurs aujourd'hui pour essayer de retrouver les plantes qui ont été nommées. Pour celles dont c'est la première fois, juste de remémorer, on est dans un parc, tous les végétaux sont protégés. Donc normalement nous ne sommes pas censés en cueillir. Voilà, faire très attention à ça, puisque c'est une faune et une flore protégée. La saladelle, vous l'accueillerez sur la route. Voilà, sur les bords de chemin, les bords de route. Un laurier noble en dessous d'un tamarin. Voilà, le laurier noble. Aulne. Voilà. Le laurier noble, c'est le laurier C'est ça. On l'appelle laurier noble aussi par rapport au fait qu'il était utilisé depuis l'Antiquité pour récompenser les guerriers. Voilà. C'est pour ça que César avait ça sur sa tête. C'est ça. Toujours un rapport par rapport à tout ça. Et puis c'est une plante que je trouve aussi très noble. Dans son port et dans tout ce qu'elle peut apporter. Beaucoup de vertus médicinales. Et donc c'est l'arbre utilisé traditionnellement dans les cuisines aussi. C'est très important de couper le rameau, souvent à l'automne. Et que ce soit le rameau fleur femelle ou fleur mâle, puisque ce sont deux arbres qu'on appelle dioïques de maison, des pieds mâles et des pieds femelles. Et de bien les faire sécher, parce que sinon certaines molécules peuvent attaquer le foie notamment. Donc ça n'a plus de propriétés digestives et apéritives, mais plutôt toxiques. C'est très important de faire sécher le rameau avant de le consommer. Et comment tu fais pour savoir le femelle et mâle alors Sans rentrer trop dans le détail, je pense. En fait, ici, on commence à avoir un fruit. Oui. Donc très souvent, celui qui porte le fruit. La femelle, et voilà. Donc à l'automne, quand tu as les fruits, tu sais que tu es sur un pied femelle. Et comme je viens de dire, en fait, c'était juste pour vous donner une notion aussi où certains végétaux sont restés sur de la vie préhistorique, où on différenciait les deux pieds. Ce n'était pas un seul même pied qui portait la fleur femelle et la fleur mâle. Ouais, le végétal aussi s'est adapté à la vie et a évolué. Et même maintenant, on retrouve des fleurs. Dans la même fleur, on a la partie mâle et la partie femelle. Alors qu'à la base, on avait un plant mâle, un plant femelle. Tout le monde le reconnaît facilement. Le pin. Le pain. Non, celui-là, je pense pas que ce soit un maritime. Non, c'est, à mon avis, c'est un pin pignon celui-là. Pain pignon. Oui. Pain pignon. Après, on retrouve en Provence essentiellement énormément de pin d'Alep. Le pin pignon et effectivement aussi le pin maritime. Il y a aussi le pin noir d'Autriche. Et le pin sylvestre, par contre, lui qui se trouve un petit peu plus en altitude. Voilà, pin avec lequel on peut faire de l'essence de térébenthine. Le pain maritime. Un peu tous les pins en fait. On Ouais. fait des séances. Ils ont, voilà, ouais. Ça donne des allergies. Ces petites Celle-là. fleurs là. Alors les petites fleurs, on est sur la famille des astéracées, donc elle c'est la petite astère, l'astère bleue, qui est entourée d'une autre plante qu'on a vue la dernière fois, vous vous souvenez? Laquelle? Ouais, La saladelle. Ouais, merci, la saladelle. Ah oui, à Donc, côté. qui est en pleine floraison.
Donc on a l'astère, à côté la saladelle. Et là on a un bel exemple aussi de roseau commun où ici en Camargue on l'appelle la sanne. C'est la grande tige là. Voilà. Pas le dessus mais à savoir tirer le point positif de ce végétal et d'en faire des toitures. C'était quand même une belle technique aussi. Donc il y avait une certaine régulation et malgré tout ça amène aussi une certaine faune. Donc ça a créé des niches aux ragondins, aux choses comme ça. Donc on voit toujours le positif, même sur une plante envahisseuse, normalement. Dans un parc. Et donc là, vous reconnaissez la salicorne. Et oui. J'ai retrouvé une recette où les Italiens la cuisinent beaucoup en antipasti. Et donc on n'a encore jamais fait, mais ça va être super sympa, c'est très rapide à cuisiner. Le moins de chauffe possible, puisque sinon on perd les sels minéraux. Et servi comme ça, ou avec des pâtes, ou en entrée. Ou aussi tout ce qui était dans des macérations, comme les capres. Du coup, tout l'hiver aussi qui t'apporte des sels minéraux. La salade, il faut savoir à quelle époque on peut le manger. Le meilleur dans la cueillette sauvage pour les plantes comestibles, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est le début du printemps et à peu près jusqu'au solstice d'été. Parce qu'après, on va charger en principe actif, et notamment toutes les plantes qui vont être diurétiques, telles que le plantain, le pissenlit et tout ça. On a des remontées de floraison à l'automne, cependant tous les principes amers, c'est tout ce qui va être diurétique, sont très très forts. Et notamment en médecine traditionnelle chinoise, on évite de les utiliser à ce moment-là parce qu'on va perdre beaucoup d'oligo-éléments derrière nous. Et du coup, ça va pouvoir favoriser certaines carences, sauf si derrière, on apporte par des compléments alimentaires des prises de certaines choses. La nature, elle est bien faite. Quand on regarde son cycle, c'est au printemps que ces plantes sortent et elles sont dans notre corps nécessaires à ce moment-là. Si on récolte, c'est comme les légumes, si on mange les légumes de saison, on a tout ce qu'il nous faut. Les plantes, c'est pareil, dès qu'elles sortent, c'est là où on en a besoin, en fait. Oui, oui. Merci Marie. C'est aromatique, hein. Ça sent, c'est bon, hein. C'est ça. Ça rappelle les vacances, le soleil, tranquille. Hein. À fleurs jaunes, de la famille des astéracées. On l'a vu la dernière fois. Lisette vous donne le deuxième nom. Non, c'est pas Elle a quelque chose de visqueux. Alors, comment tu l'appelles? Inule visqueuse. La fameuse inule visqueuse. Ce qu'on a vu en fleurs. Voilà, ce qu'on a vu en fleurs. Voilà, donc là on a les bourgeons sur celle-là. C'est une fleur jaune, comme les petites fleurs que je vous ai montré, les astères bleues, de la famille des astéracées. Voilà, des pâquerettes et compagnie. Et en ce moment, il y a beaucoup d'apiculteurs, c'est ce que je disais, il y a beaucoup d'apiculteurs qui mettent les abeilles à butiner dans l'inule visqueuse, puisque l'abeille va d'abord faire une première digestion. Et en fait, ça va nous potentialiser les principes actifs de la plante, qui est un booster du système immunitaire. Et le miel arrive à quelle saison? Maintenant, quand on en a besoin. Je vous laisse un peu avancer, comme ça je fais le reste du groupe. Merci. C'est un petit défaut. Les vinules visqueuses, on s'en sert pourquoi? On en fait de l'huile essentielle aussi énormément parce qu'elle a beaucoup de principes actifs qui sont très bien extraits en huile essentielle et c'est tout ce qui va toucher le système immunitaire, le rebooster principalement. Après, elle a énormément d'autres propriétés, mais je vous donne les grandes lignes. quand même un renouvellement de feuilles. Et elle est intéressante, pas pour l'humain, mais dans son jardin si on veut préserver la biodiversité. En fait, les oiseaux et certains rongeurs des fois peuvent, ou des écureuils peuvent se nourrir des baies en fait. Voilà, en plus de son aspect décoratif. Qui est comme quand les même pyracantha, les pyracantha. Tu vois, comme j'aime pas trop parce que ça pique. Et tous les oiseaux qu'il y a dedans. Oui, il y a des plantes comme ça. Ah ouais, mais alors, faut le couper, je te dis pas. Comme le lierre aussi. Le lierre aussi préserve beaucoup la biodiversité. Et contrairement à ce que l'on croit depuis des années,
ça n'embête pas la plante sur laquelle il peut pousser. Ça ne lui prend pas de la pas sève, c'est pas du tout une plante parasite. Il faut la gérer bien sûr pour pas que ça prenne le dessus sur le feuillage, mais ça la rend pas acide et ça ne lui prend pas de sève. C'est un système racinaire comme toutes les autres plantes, en fait ça lui sert juste de support. Et ça fait un très bon abri aussi pour les oiseaux. Et donc comme de nos jours les oiseaux quand même sont dans une certaine difficulté. Oui, je vois par C'est quand rapport même à nos important jardins. quand on a un jardin Beaucoup moins qu'avant, voilà, alors qu'il y en avait beaucoup. de préserver tout ça. Oui, malheureusement. Les chasseurs ont aussi un peu de mal à se faire à l'idée qu'on n'a pas besoin d'eux pour gérer leur population. On est un croisement de chemin. Il y a les petits panneaux là-bas. Voilà. Ça part là-bas. Là-bas, il y en a beaucoup. Donc là, Alors ça c'est La filaire. La filaire à feuilles étroites. Un petit arbuste originaire du bassin méditerranéen qui, pour l'humain, les baies ne sont pas comestibles, mais elle est très intéressante pour préserver une certaine biodiversité dans son jardin, parce que les oiseaux s'en nourrissent des baies et certains autres animaux. Du coup, voilà, comme je disais au début du groupe, c'est quand même très intéressant. Que ce soit la filaire, le piracantha, le lierre aussi, de garder ces plantes-là pour justement garder cette biodiversité dans son jardin. Et comme beaucoup d'oiseaux sont en difficulté quand même, c'est bien de leur laisser ces abris-là et cette nourriture-là. La filaire. Oui, la filaire. Voilà, Là, le feuillage, on est vraiment sur quelque chose de typique. Plante méditerranéenne, feuilles larges, un peu épaisses. Oui, je me suis fait Bon, mais on est dans la famille des astères, laquelle je ne saurais pas dire. Alors ça aussi, c'est un arbre comestible. On en a de partout, son feuillage très typique, gris argenté, vert argenté comme ça. La feuille aussi, on est sur des plantes vraiment typiques des bords de mer. Donc elle, on dit halophyte. La saladelle, on a dit halophile qui aime le sel. Celui-là qui le tolère. Ah oui, Donc halophyte, halophile. il est sensible Et, quand même. donc lui, moi je l'appelle l'obione. Alexandre vous donnera un autre nom plus populaire. Et en fait, c'est encore un arbre comestible qui a comme propriété, comme tout ce qui est la salicorne et tout ça, d'apporter juste des sels minéraux, puisqu'il nous transmet le sel. Il a fait une alchimie et juste par les feuilles, on obtient ça. Donc c'est des feuilles un peu épaisses, un peu charnues, et c'est très intéressant de les consommer au printemps. Et quand elles sont jeunes, tendres, et pareil, le moins cuites possible pour garder le côté croquant. Voilà. Et si vous faites des petites salades avec, n'oubliez pas de ne pas saler votre plat. Voilà, et donc ça, on en a sur tous les bords de mer, jusqu'en Bretagne, et ça fait vraiment la vue qu'on a typique, un peu argentée, quoi. Marie, on n'a pas entendu le nom. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Alors c'est un obione. Obione. Ah ben, Alexandre, tu fais aussi l'obione? Ouais. Et l'autre nom? La roche maritime. Voilà, aussi la roche. Arroche. Arroche maritime. C'est le riz, là. Ah, ouais, là, Il y a un sinus dedans. Oui, sans doute. Peut-être un cosinus. Oui, parce qu'il y avait, voilà, cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique.
Par contre, en interne, c'est un grand toxique. Cependant, nos amis les oiseaux adorent les baies noires qu'il fait. Donc, on est sur du lierre. Lierre. Voilà. Ça, c'est un lierre. On a un cas typique, magnifique, de lierre, qui n'est pas un colonisateur des autres végétaux. Je tiens à le dire. C'est un végétal qui sait vivre par lui-même. La preuve, ça devient un arbre par lui-même. Mais ces branches, elles peuvent s'accrocher, non? Bien sûr que ça peut s'accrocher. C'est le même que celui qui s'accroche. C'est le même, c'est du lierre grimpant. Et c'est un exemple que, là qu'on a sous les yeux qui est absolument magnifique. C'est-à-dire que bien sûr qu'il aime s'accrocher aux autres arbres. Cependant, il a ses propres racines et il ne pompe pas l'arbre. Bien sûr qu'on peut aider l'hôte à ce qu'il ne soit pas complètement étouffé par le lierre. Cependant, si l'hôte meurt, le lierre lui continue de vivre. Donc ça montre bien qu'il ne vient pas pomper. C'est pas du gui. Du gui, lui, sa racine, elle va dans l'arbre. Donc il va pomper. Cependant, il y a aussi une symbiose qui se passe. Parce que le gui prélève, il le rend aussi à son hôte. Donc on a beaucoup d'idées reçues sur l'envahisseur, nos peurs. Je te laisse là. Quel âge il a Et c'est une plante aussi, le lierre, intéressante parce que ça fait partie des plus anciennes plantes en fait qu'il y a sur la planète. C'est pour cela qu'elle a 2 floraisons en fait, parce qu'elle a passé les différentes aires glaciaires et à un moment, à une époque où sur la planète les saisons étaient complètement différentes avec la nôtre, enfin avec celle actuellement. Et du coup, voilà, encore une fois, un très bon abri pour tout ce qui est oiseaux et d'autres animaux, quoi. Très intéressante pour la biodiversité. C'est un ancêtre, oui. C'est du lierre. Voilà. Une fois qu'il a plus le support, il peut se développer de lui-même et devenir un arbre. C'est pour ça qu'on voit bien là en fait que c'est pas une plante parasite. Même si elle aime s'accrocher et avoir un support, comme là par exemple elle a pris le mur, mais c'est pas du tout une plante parasite. Elle a son système racinaire et elle n'a pas besoin de. Quand elle a plus de support, elle devient éponge. Ouais, voilà. Elle forte que nous. Elle continue de vivre. C'est bien un peu ça. Ah, le lierre, ouais, c'est. On a plus de support, on se dresse, ou le mari, t'as raison. C'est un support. Un coup qui fait l'arbre. Ah, ça croit. Et oui, il faut que tu fasses des racines plus profondes. Tout à fait l'image. Ah, alors ça, les molécules exactes, je ne saurais pas. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle un échange symbiotique. C'est comme ce qui se passe dans les racines. C'est pareil, le gui, tous végétaux, c'est comme quand tu arrives dans la forêt amazonienne, tu as toutes les orchidées qui normalement poussent sur l'arbre. Donc nous, on pourrait se dire, elle vient, elle prélève. Aucune relation ne fait que prélever. Elle rend aussi à l'arbre qui est son hôte. Sinon, l'arbre, au bout d'un moment, tu les vois couverts d'orchidées, ils décéderaient, quoi. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle les échanges symbiotiques, qui ne sont pas que souterrains. C'est beau, ça. D'accord, donc c'est pas un vampire, on le sait. Et ça attire pas la foudre. Et ça attire. Ils ont gardé les spécificités du lierre. Oui. Échange symbiotique. Donc le gui n'est pas un vampire. Si, c'est un. Non, c'est pas un vampire. Le gui, elle a dit que non. Elle a dit qu'il rend des. Mais tu coûtes rien, prends des notes, ma chérie. Non, il rend, elle a dit. Il va jusqu'à la racine, mais elle dit, c'est son hôte et il s'échange. Et c'est comme toi et moi, on peut fusionner. Voilà, donc un échange. Tu vois tout de suite, tu vois le mauvais côté du plan. Comment tu es venu là?
Et ça m'aurait manqué. Ouais, je pense. Bon, j'espère que tu es contente quand même de nous voir. Hein. Oui, parce que ce matin, c'était un peu... Marie-Jo, On suppose que n'importe on quoi. suppose qu'on est sur le bon âge. On suppose. Voilà. J'essaye de m'enlever une fichue écharpe de Vérifiez qu'on est sur la bonne option. Allez, hop. On va voir les flamands. Il n'y a personne là-bas? Il n'y a plus personne à la tour? Après, tu vas me voir à la caméra en train de faire ça. Ah oui. Oui, Et ouais. c'est sûr. Il est en train de le dire en plus que c'est les micros cette fois-ci. Faut que tu nous le mettes après, hein, ce site.